L'Iran en tant que nation traverse sans doute la plus grande crise civilisationnelle qu'il ait connue depuis des siècles maintenant. Géopolitiquement parlant, l'Iran a subi revers sur revers au cours des 2 dernières années dans sa confrontation de plusieurs décennies avec Israël, l'ennemi numéro 1 déclaré de la République islamique. Ses proxys à l'étranger qu'elle a passé des milliards de dollars et des décennies à construire comme une armée, Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza et le régime Assad en Syrie, ont tous été soit efficacement neutralisés, soit complètement détruits, exposant pour la première fois depuis des décennies le cœur iranien à des attaques étrangères hostiles directes. Des avions de guerre américains et israéliens ont ensuite pu bombarder impunément les sites militaires sensibles et les centres de recherche nucléaire du pays. Un accord de paix négocié par les Américains entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan menace simultanément d'établir un corridor continu d'influence turque autant le long de la frontière nord de l'Iran dans le Caucase du Sud, bloquant l'Iran de pouvoir maintenir un corridor terrestre direct avec son allié russe. Tandis qu'une instabilité croissante à l'est avec un régime taliban imprévisible en Afghanistan entraîne des escarmouches violentes imprévisibles à la frontière, après que le gouvernement a accusé collectivement sa population afghane de déloyauté et d'espionnage pour Israël pendant la guerre et que l'Iran a décidé de commencer à expulser de force des millions d'Afghans sans papier du pays à travers la frontière, après que le gouvernement a accusé sa population afghane de déloyauté collective et d'espionnage pour Israël pendant la guerre. Et pourtant, malgré toutes ces énormes crises externes en cours, le plus grand problème contemporain de l'Iran qui menace son existence entière n'est pas géopolitique, mais interne et environnemental. Parce que dans un court laps de temps, l'Iran pourrait très bien devenir la toute première grande société dans le monde moderne à réellement commencer à manquer d'eau pour son propre peuple. Et parce que l'Iran est un si grand pays avec plus de 92 millions de personnes, ce n'est pas seulement un énorme problème pour l'Iran, mais un énorme problème pour tout le reste du monde aussi. La situation est devenue si grave qu'elle est maintenant clairement visible même dans la capitale et le siège du pouvoir du gouvernement à Téhéran, qui est aussi la plus grande ville d'Iran. Environ 10 millions de personnes vivent aujourd'hui dans les limites de la ville de Téhéran, environ 11% de la population totale nationale du pays. Et pourtant, Téhéran consomme maintenant environ un quart de toutes les réserves d'eau de l'Iran. 70% de l'approvisionnement en eau de Téhéran est habituellement fourni par une série de barrages proches et leurs réservoirs à Amir Kabir, Manlo et Latian. Mais en septembre 2025, tous les 4 de leurs réservoirs sont à des niveaux critiques et inédits. Le niveau annuel habituel de précipitation que Téhéran connaît est d'environ 260 mm. Mais en 2024, la capitale n'a connu qu'une fraction de cela à 140 mm. Tandis que les estimations préliminaires pour 2025 suggèrent un niveau encore plus catastrophique de précipitation à seulement 100 mm. Avec cela à l'esprit, ces réservoirs autour de Téhéran contiennent habituellement une moyenne à long terme de 618 millions de mètres cubes d'eau en eux. Mais en 2024, ils étaient tombés à seulement 485 millions de mètres cubes restants. Et en septembre 2025, ils ont encore diminué à seulement 258 millions de mètres cubes d'eau restants. Ce qui signifie que la moitié des réserves d'eau stockées de Téhéran a disparu en une seule année. Encore pire, le réservoir du barrage de Latian en particulier, qui contient habituellement environ 95 millions de mètres cubes d'eau, a rétréci de plus de 90% et ne contient maintenant qu'environ 9 millions de mètres cubes encore restants. Les nappes phréatiques souterraines sous la ville ont également commencé à s'effondrer et à s'assécher après des décennies de surexploitation chronique, entraînant un taux d'affaissement rapidement accéléré qui voit des tonnes s'enfoncer dans le sol en dessous de plusieurs millimètres par an récemment, menaçant les infrastructures et les bâtiments de la capitale. Au cours de l'été 2025, la crise de l'eau est devenue si grave que le gouvernement iranien a été forcé de simplement couper complètement les robinets dans la capitale pendant une demi-journée alors que les températures montaient à plus de 100 degrés Fahrenheit, entraînant une forte demande d'électricité des climatiseurs sur le réseau de la ville qui a provoqué des coupures de courant et des blackouts roulants en plus des coupures d'eau. Des mois auparavant, fin 2024, le gouvernement iranien exigeait déjà que les bureaux, les écoles et même les banques dans la capitale doivent tous être fermés les jours de mauvais temps particulièrement pour conserver l'électricité. Tandis que les responsables avertissaient que si rien n'était fait pour rationner leur énergie, Téhéran pourrait être forcé d'adopter une semaine de travail de 4 jours pendant l'été quand la demande sur le réseau était particulièrement intense. Le gouvernement a déjà commencé à rationner l'approvisionnement en eau dans la capitale en coupant l'eau des ménages pendant 3 à 6 heures par jour. Et dans certains cas, la pression de l'eau est devenue si basse qu'elle n'atteint maintenant plus certains immeubles de grande hauteur dans la ville, forçant leurs résidents à transporter de l'eau en bouteilles ou des seaux jusqu'à leurs appartements pour tous leurs besoins en eau à la place.
La crise est devenue si grave à Téhéran que des questions ont même été soulevées sur l'habitabilité à long terme de la ville. Tandis que le gouvernement a même annoncé qu'il enquête actuellement sur le déplacement de la capitale loin de Téhéran vers un autre endroit qui n'a pas autant de problèmes liés à l'eau et aux infrastructures. Le président iranien actuel Massoud Pezeshkian a déclaré publiquement qu'il a proposé de déplacer la capitale du pays plus au sud quelque part près du golfe Persique afin d'être plus proche des routes commerciales stratégiques dans la région. Mais le problème est que la crise de l'eau n'est pas seulement un problème unique à Téhéran. C'est un problème qui touche tout le pays du nord au sud et d'est en ouest. Partout à travers le pays, les réservoirs s'assèchent et les lacs disparaissent. L'agence de presse propre au régime iranien, IRNA, a rapporté début octobre 2025 que 19 des plus grands réservoirs du pays sont actuellement au bord de l'assèchement complet et que 3 d'entre eux, laissés sans nom dans le rapport, ont déjà atteint 0% de capacité restante. Plus de la moitié des barrages à travers le pays contiennent maintenant moins de 40% de leur capacité globale. Le lac Urmia, autrefois le plus grand lac de tout le Moyen-Orient qui se trouvait dans le nord-ouest de l'Iran, a presque complètement disparu, ne laissant derrière lui qu'une croûte salée et poussiéreuse. Plus de 280 villes à travers le pays font maintenant face à un stress hydrique extrême comme la ville de Yazd dont l'approvisionnement en eau s'est complètement épuisé dès mars 2025, ce qui a conduit la ville à devoir être entièrement approvisionnée par des camions-citernes et de l'eau en bouteilles pendant presque une semaine jusqu'à ce que les robinets puissent être restaurés. Les communautés rurales à travers le pays ont été encore plus durement touchées car des centaines de villages dépendent maintenant complètement de camions-citernes après que leurs puits se sont asséchés. Les villes à travers le pays s'enfoncent littéralement alors que leurs nappes phréatiques souterraines ont été complètement épuisées, tandis que des fissures se forment dans les voies ferrées reliant les grandes villes du pays ensemble. Certains responsables iraniens ont même averti d'un jour zéro imminent à Téhéran et dans d'autres villes à travers le pays. Le jour où les robinets pour des millions de personnes pourraient s'assécher complètement. Ça a été si grave que ça a commencé à devenir exploitable par des acteurs étrangers hostiles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié une vidéo en août 2025 qui encourageait directement le peuple iranien à se soulever et à se révolter contre leurs conditions. Il a dit à l'époque, je cite, « La soif d'eau de l'Iran n'est égalée que par sa soif de liberté. Une fois que l'Iran sera libre, les meilleurs experts israéliens en eau viendront dans chaque ville du pays avec les technologies et les connaissances les plus avancées pour aider l'Iran avec le recyclage et le dessalement de l'eau. » Fin de citation. Même si Netanyahou était absolument le mauvais homme pour faire une telle proposition au peuple iranien, il n'avait pas tort sur le fait que la crise de l'eau est devenue la plus grande vulnérabilité stratégique du gouvernement iranien. Elle exacerbe les lignes de fracture ethnique compliquées du pays alors que les groupes minoritaires accusent le régime de prioriser l'accès à l'eau pour la majorité persane. Et tout cela est une histoire compliquée de corruption gouvernementale et de pots de vin, de politiques terribles, de changements climatiques et de développement et intrigues géopolitiques qui ont conduit l'Iran au bord de la faillite hydrique aujourd'hui. Et pour comprendre comment le pays en est arrivé là, nous devons remonter dans le temps jusqu'à la fin des années 1940 quand l'Iran était encore gouverné comme une monarchie absolue par le Shah. En 1949, le Shah iranien Mohammad Reza Pahlavi a effectué une visite à la ville de Las Vegas aux États-Unis. Il était là pour affaires officielles pour observer la merveille du barrage eau vert que les Américains avaient construit à travers le fleuve Colorado, qui a créé un vaste réservoir derrière lui dans le lac Mead qui a permis à la métropole désertique de Las Vegas de survivre et de prospérer. Le Shah était intéressé à moderniser son propre pays et construire des barrages et réservoirs monumentaux dans le climat iranien similairement aride était d'un très profond intérêt pour lui. Il est revenu en Iran depuis le désert de Mojave avec une nouvelle ambition et avec l'assistance technique et les ingénieurs qui lui ont été fournis par l'administration Truman qui ont apporté des technologies modernes d'irrigation et de forage qui ont permis aux agriculteurs iraniens de commencer à vider leurs nappes phréatiques anciennes à un rythme insoutenable. L'Iran en tant que pays a une répartition très inégale des ressources en eau trouvées à travers le pays. À travers une bande de terre au nord de l'Iran près de la mer Caspienne, les niveaux annuels de précipitations sont élevés et font en moyenne environ 1280 mm par an, similaire au niveau que l'on voit dans des environnements humides comme New York, ce qui rend toute cette zone une forêt dense, verte et luxuriante qui ne ressemble en rien à la perception populaire de l'Iran de la plupart des Occidentaux. Mais à travers le plateau central de l'Iran, qui est le cœur des Perses et à travers les basses terres du sud, les précipitations annuelles dépasseront rarement plus de 100 mm. Et c'est aussi extrêmement saisonnier. La saison des pluies à travers ces autres parties de l'Iran dure habituellement seulement entre octobre et mars, et cela laissera la terre extrêmement sèche pour la majeure partie du reste de l'année.
Dans certains endroits, toute la quantité de précipitations de l'année pourrait tomber pendant des orages torrentiels soudains qui ne durent que quelques jours. En conséquence, le Shah et ses ingénieurs voulaient moderniser l'Iran et redistribuer la disponibilité de l'eau à travers le pays par des détournements et des barrages pour réguler les flux d'eau. Mais il a aussi ordonné l'établissement d'industries gourmandes en eau comme les usines pétrochimiques et sidérurgiques à construire dans les parties plus sèches du pays dans le plateau central dans la région à majorité persane à des endroits comme Ispahan et Fars, ce qui a lié le sort des industries lourdes de l'Iran à des zones géographiques qui manquaient de leurs propres approvisionnements en eau significatifs et étaient trop dépendantes des détournements d'eau d'autres parties du pays. Plus tard au début des années 1960, le Shah a mis en œuvre une série de réformes agraires dans le pays qui ont redistribué les grands domaines agricoles féodaux de l'Iran à de plus petits agriculteurs et familles qui ont promu leur adoption de l'agriculture mécanisée avec des incitations d'État. Des millions de paysans iraniens se sont vus accorder de nouvelles terres à cultiver avec leur nouvel équipement mécanisé. Mais cela a aussi conduit à une rupture du système traditionnel d'irrigation de l'Iran qui durait depuis des milliers d'années avant cela et qui s'appelait des khanats. Les khanats sont efficacement des aqueducs souterrains que les Perses avaient perfectionnés pendant des millénaires pour transporter l'eau à travers le plateau central aride et chaud. Mais ces khanats qui avaient fourni les villes iraniennes en eau pendant d'innombrables générations ont commencé à être progressivement abandonnés au début des années 1960 alors que les nouveaux paysans agriculteurs ont commencé à passer en masse aux puits profonds motorisés afin d'accéder aux nappes phréatiques souterraines du pays qui n'avaient que des quantités limitées d'eau qui prennent des milliers d'années à se reconstituer et se recharger naturellement. Le processus d'abandon du système traditionnel de gestion de l'eau du pays en échange de nouvelles technologies mal comprises avait déjà commencé, mais il allait exploser à des niveaux follement insoutenables après que la révolution islamique a renversé le Shah en 1979 et établi la moderne République islamique théocratique à sa place. Après que des étudiants iraniens radicaux ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran, pris 66 Américains en otage. Les relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis se sont effondrées, et les États-Unis ont initié un embargo commercial contre l'Iran qui continue depuis des décennies, restreignant l'accès du pays à l'équipement mécanisé et aux pièces détachées sur lesquelles il était venu à dépendre pour son agriculture et son irrigation auparavant pendant l'ère du Shah. Et presque au même moment exact, l'Irak a lancé une invasion à grande échelle de l'Iran en 1980 qui a déclenché la dévastatrice guerre Iran-Irak de 8 ans, ce qui a conduit à l'introduction du rationnement alimentaire et des ressources en Iran alors que le premier guide suprême de la théocratie, l'ayatollah Rouhollah Khomeini, a commencé à prôner une politique d'autosuffisance radicale et de souveraineté alimentaire dans un monde qui apparaissait écrasant hostile à son nouveau régime. Il a commencé à ordonner une expansion radicale des barrages, puits et infrastructures agricoles de l'Iran, tout au nom de cette autosuffisance. Avant la révolution de 1979, il y avait moins de 80 000 puits à travers le pays. Mais en seulement 3 ans après la montée au pouvoir des ayatollahs, ce nombre allait plus que doubler. Tandis que des centaines de nouveaux barrages étaient activement planifiés aussi, la plupart concentrés à travers la région aride du plateau central. Après que la longue guerre avec l'Irak s'est terminée de manière inconclusive en 1988, l'armée personnelle du régime, le corps des gardiens de la révolution islamique ou CGRI, s'est soudain retrouvé sans objectif militaire clair. Et donc le gouvernement sous le président de l'époque Akbar Hashmi Rafsanjani a adopté un nouveau but pour le CGRI qu'ils ont appelé le djihad de la reconstruction, adaptant le CGRI à la construction et au développement afin de maintenir leur influence et leur morale. Une nouvelle firme d'ingénierie dirigée par le CGRI a été établie qui s'appelait la Katam Al-Anbiya Construction Company, qui est rapidement devenue l'entrepreneur privilégié du régime pour construire des barrages, tunnels et autres projets de transfert d'eau. Une autre compagnie appelée la Iran Water and Power Resource Development Company ou IDU a aussi été fondée comme firme de conception détenue par l'État par des initiés du régime. Tandis qu'une firme de conseil et de lobbying incroyablement puissante et opaque également dirigée par des initiés du régime a été fondée appelée Mahab Gots. Les 3 compagnies étaient efficacement dirigées par exactement les mêmes personnes avec des liens étroits avec le régime et elles ont collectivement formé une boucle fermée sans contrôle ni contrepoids externe. La compagnie IDU concevait et commandait des projets de barrages qui étaient habituellement basés sur de vieux plans occidentaux obsolètes et rarement jamais considéraient des études environnementales. La compagnie Mahab Gods faisait ensuite du lobbying auprès du gouvernement pour leur approbation. Et ensuite la compagnie Katam Al-Anbiya se voyait immédiatement attribuer les contrats sans appel d'offres pour réellement construire les projets et était protégée de toute surveillance politique.
Ce réseau de firmes et compagnies opérées par le CGRI et le régime qui travaillaient toutes ensemble en tandem est finalement venu à être appelé la mafia de l'eau du pays. Et l'expansion rapide des projets de barrages et d'eau est venue à être vue comme des avenues pour s'enrichir plutôt que de bénéficier au pays. Au cours des décennies suivantes, la mafia de l'eau a construit des centaines de barrages à travers le pays, habituellement sans aucune évaluation environnementale ni aucune planification à long terme du tout. L'eau des rivières était détournée par la mafia de l'eau pour alimenter des usines, plantes et industries lourdes appartenant au CGRI au détriment des approvisionnements agricoles et municipaux pour s'enrichir davantage. Certains des méga-projets d'eau les plus infâmes que la République islamique a réalisés après la guerre avec l'Irak incluent le projet de 550 000 hectares qui a commencé en 1996 dans les provinces occidentales du Khouzestan et d'Ilam. D'énormes quantités de terres ont été confisquées par le gouvernement et le fleuve Karoun a été détourné pour alimenter des fermes industrielles contrôlées par des initiés liés au régime. Un méga-barrage le long du fleuve Karoun, appelé le barrage Gotvan, a été achevé en 2011. Malgré des avertissements ignorés par les environnementalistes qu'il y aurait une énorme formation de sel sur le site s'il allait de l'avant. Comme prédit, une fois le réservoir du barrage rempli, il a commencé à lessiver du sel dans la rivière et a dramatiquement augmenté les niveaux de salinité plus en aval pour les communautés minoritaires arabes au Khouzestan, enflammant leurs attitudes contre le régime dominé non arabe. Toutes les tentatives pour sceller la couche de sel ont échoué depuis, ce qui a laissé derrière un énorme lac d'eau salée dans le réservoir derrière le barrage qui étouffe et tue progressivement une grande partie de l'approvisionnement naturel en eau d'irrigation en aval au Khouzestan, qui est habituellement l'une des régions les plus naturellement productives agricoles de l'Iran. Malgré qu'ils aient directement causé cette catastrophe environnementale, cependant, la mafia de l'eau liée au CGRI a profité énormément des coûts estimés à 3,3 milliards de dollars qu'il a fallu pour construire le barrage. Peut-être la meilleure illustration unique parmi des centaines d'exemples à travers le pays montrant comment le régime a géré ses projets mal avisés. En 2012, l'Iran avait construit 316 barrages dans le pays. Et en seulement 6 ans de plus, en 2018, ce nombre allait plus que doubler à 647 barrages. Beaucoup des industries les plus consommatrices d'eau du pays comme les sites nucléaires et les aciéries ont toutes été construites profondément dans le plateau central entouré par les montagnes du pays pour des raisons de défense stratégique. Mais la conséquence de cela est que ces industries sont toutes situées très loin des eaux ouvertes, ce qui les a forcées à puiser lourdement dans les rivières et nappes limitées du pays, ce qui n'a fait qu'accélérer la réduction des ressources qui étaient déjà rares pour commencer. Le Zayandet-Rud, la plus grande rivière trouvée dans le plateau central de l'Iran, a été si lourdement détournée pour des aciéries et usines pétrochimiques gourmandes en eau et pour d'autres provinces comme Yazd, qu'elle a été réduite à seulement une plaine de boue saisonnière maintenant et s'assèche régulièrement complètement, ce qui a plombé la ville d'Ispahan, la troisième plus grande ville du pays avec une diminution paralysante de ce qui était leur source d'eau naturelle primaire. Le lac Urmia, qui était le plus grand lac de tout le Moyen-Orient, a presque complètement disparu et est mort après que des barrages construits le long des rivières qui l'alimentaient ont étranglé l'approvisionnement du lac et sa capacité à se reconstituer, entraînant des tempêtes de poussière accrues qui aggravent les problèmes respiratoires et provoquent des niveaux accrus de migration de la région. La quantité de terres agricoles irriguées autour du lac Urmia a plus que doublé depuis la révolution islamique de 1979 de 300 000 hectares alors à environ 700 000 hectares aujourd'hui qui étaient alimentés par des détournements de plus en plus importants des rivières du lac. Mais le problème est que le bassin versant autour du lac Urmia ne fournit qu'environ 4 milliards de mètres cubes d'eau par an avec lesquels travailler. Et pour irriguer correctement toutes les terres agricoles qui ont été construites autour du lac aujourd'hui, il faut entre 4,5 et 5 milliards de mètres cubes. Incapables d'acquérir toute l'eau dont ils avaient besoin des rivières de la région, les agriculteurs désespérés, souvent illégalement sans aucun permis ni revue environnementale, ont commencé à recourir au forage de puits illégaux profondément dans les nappes phréatiques souterraines de la région afin d'accéder à l'eau dont ils avaient besoin. Et des processus exactement comme celui-ci qui ont vidé les nappes phréatiques de l'Iran se sont produits à travers le pays pendant des décennies maintenant. Des agriculteurs désespérés subissant le détournement de leurs rivières pour des applications industrielles liées au CGRI ont eu recours à un forage de puits généralisé et souvent illégal pour compenser. Entre 2002 et 2015, le nombre de puits légaux enregistrés en Iran a presque doublé de 460 000 à 794 000. Et on pense qu'il y a des dizaines de milliers de puits illégaux et non documentés supplémentaires qui ont été creusés aussi. Des études récentes basées sur le Centre de données ouvertes de l'Iran, qui lui-même est basé sur des statistiques officielles et internationales, classe actuellement l'Iran 5e dans le monde pour le taux d'épuisement des eaux souterraines.
Sur les 500 milliards de mètres cubes originaux d'eau fossile que l'Iran avait stockés dans ses nappes phréatiques souterraines, on estime qu'environ 200 milliards sont maintenant perdus pour toujours et la plupart des 300 milliards de mètres cubes restants sont en train de saliniser, ce qui les rend inutiles pour l'irrigation agricole. La surconsommation et l'épuisement des ressources en eau souterraine de l'Iran sont devenus si drastiques que malgré une augmentation de 50% du nombre de puits dans le pays au cours des 2 dernières décennies, le taux d'extraction des eaux souterraines a en fait diminué d'environ 10% sur la même période car ils ont simplement commencé à manquer. Pour le dire autrement, malgré que l'Iran ne représente qu'environ 1% de la population mondiale, l'Iran est responsable d'environ 9% de l'extraction mondiale d'eau souterraine. En conséquence de cela, la moitié des nappes phréatiques de l'Iran sont maintenant estimées être dans un état critiquement bas. Et 6 des grandes villes du pays, y compris la capitale Téhéran, sont parmi les 43 villes mondiales qui subissent les taux les plus élevés d'affaissement du sol ou enfoncement. Pour vous donner une perspective sur à quel point le problème d'affaissement devient grave en Iran, le seuil critique mondial pour l'affaissement est considéré comme un taux d'enfoncement de 4 mm par an. Dans beaucoup de parties de l'Iran, le taux actuel d'affaissement du sol est exponentiellement plus élevé que cela à environ 10 cm par an. Et dans certaines parties, il atteint jusqu'à 31 cm par an. Dans la ville capitale de Téhéran, les niveaux des eaux souterraines ont chuté de plus de 12 mètres juste au cours des 2 dernières décennies, ce qui cause un affaissement critique du sol. Mais peut-être aucune autre ville dans le pays n'a souffert de conséquences aussi sévères de l'extraction excessive des nappes phréatiques souterraines que la ville d'Ispahan, la 3e plus grande ville d'Iran, qui abrite plus de 5 millions de personnes. Au cours des dernières années, Ispahan a extrait en moyenne entre 1,1 et 1,2 milliard de mètres cubes d'eau de ces nappes qui a principalement été utilisée pour l'agriculture. Cela dure depuis si longtemps maintenant qu'on estime qu'il y a un vide de 23 milliards de mètres cubes d'air sous la ville maintenant à travers une zone d'environ 2700 km², ce qui en d'autres termes signifie qu'il y a essentiellement un vide de 10 mètres de large sous le sol à travers la majeure partie de la ville qui cause d'énormes problèmes d'affaissement. Le gouverneur actuel d'Ispahan a rapporté au journal The Guardian en septembre 2025 que 9 des stations de métro principales de la ville, 274 de ses postes de pompiers, 328 de ses mosquées, 37 de ses bibliothèques, 3 de ses principaux hôpitaux et 258 de ses écoles sont situés dans des zones avec des taux particulièrement élevés d'affaissement. Et au moins 40 des écoles de la ville ont déjà été évacuées et beaucoup d'entre elles ont été condamnées et démolies en conséquence. Et pire encore, les infrastructures d'eau que le pays a construites sont aussi tout simplement absurdement inefficaces selon les standards mondiaux, mettant encore plus de pression sur l'approvisionnement en eau de plus en plus désespéré du pays. Jusqu'à 90% de l'eau utilisable de l'Iran est entièrement dédiée à l'agriculture, malgré que l'agriculture représente moins de 12% du PIB du pays, l'efficacité de l'irrigation de l'Iran, le pourcentage d'eau d'irrigation qui est réellement utilisé par les cultures est abyssalement bas à seulement environ 30%. Bien derrière ses voisins comme l'Irak et la Turquie qui maintiennent des taux à plus comme 50%. Les villes iraniennes en moyenne perdent entre 25 et 30% de leur approvisionnement municipal en eau simplement à cause de fuites, mauvaise gestion et infrastructures obsolètes. Comparé aux villes du Nord global qui en perdent moins de 10% en moyenne. Les sanctions financières internationales et embargos commerciaux qui ont été imposés à l'Iran à cause du programme d'armes nucléaires du régime, leur financement du terrorisme international et leur soutien à la guerre régionale ont tous hautement restreint l'accès du pays à la technologie moderne, ce qui a bloqué les mises à niveau critiques de leurs infrastructures d'eau et permis à ces inefficacités de se manifester et de persister. Le régime iranien aime souvent blâmer ces sanctions comme le facteur primaire de la dégradation de leurs infrastructures. Mais après qu'une quantité considérable des sanctions a été soulagée après l'accord nucléaire de l'ère Obama fait en 2015, le régime a simplement jeté presque tout l'argent supplémentaire qu'ils ont reçu dans juste plus de construction de barrages et projets de transfert d'eau qui les ont enrichis plutôt que d'adopter de véritables réformes qui auraient aidé à apaiser la crise. À cause de toutes ces inefficacités et de l'utilisation irresponsable de l'eau pour des fins agricoles massives pour atteindre l'autosuffisance, l'Iran consomme environ le double de la quantité d'eau par an que la Turquie voisine. Malgré que les deux aient une population très comparable et malgré cela, la disponibilité d'eau par habitant en Iran a dramatiquement chuté depuis l'époque de la révolution islamique de 1979 aussi. Basée sur une étude menée par Sadiq Dan en 2009, la disponibilité d'eau par habitant en Iran en 1979, immédiatement avant la révolution, était estimée à environ 4500 mètres cubes par an par personne.
Mais maintenant dans les années 2020, la disponibilité d'eau par habitant dans le pays est estimée à seulement environ 1000 mètres cubes par personne par an, un quart de ce qu'elle était avant la Révolution. Aggravant les propres erreurs politiques du régime envers l'eau dans le pays, il y a aussi le rythme du changement climatique, qui impacte l'Iran plus durement que la plupart des autres pays. Déjà sec et chaud, l'Iran ne fait que devenir plus sec et plus chaud plus le temps passe. Au cours des 3 dernières décennies, la température moyenne en Iran a augmenté de 1,8 degrés Celsius, environ 4 fois plus chaud que la moyenne mondiale sur la même période. Le pays est enfermé dans une sécheresse presque continue depuis les 5 dernières années qui dure depuis 2020 et qui a vu une réduction de 30% des précipitations annuelles du pays. Tout cela réduit la capacité des rivières, lacs et nappes épuisés du pays à pouvoir se reconstituer naturellement. Et ça ne va faire qu'empirer encore d'un point de vue changement climatique aussi. Même si l'Iran adresse les réformes nécessaires dont ils ont besoin pour freiner leur surconsommation d'eau, il y a peu qu'ils peuvent faire face à un climat qui se réchauffe qui est actuellement projeté d'augmenter leur température annuelle moyenne de 2,6 degrés Celsius supplémentaires. Et cela inclura aussi une chute supplémentaire de 35% de leurs niveaux annuels de précipitation au cours des prochaines décennies. Il est bien sûr ironique que l'Iran, l'un des plus grands États pétroliers du monde, soit l'un des plus grands contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique et l'un des pays les plus vulnérables à ses conséquences. L'énergie renouvelable représente encore moins de 1% du mix énergétique total de l'Iran. Et tout le reste est encore constitué de pétrole et de gaz, ce qui fait de l'Iran l'un des plus hauts émetteurs de CO2 par habitant dans le monde. Ensuite, pour rendre la situation encore pire, aggravant la propre mauvaise gestion du régime, les sanctions internationales et le changement climatique, il y a le fait que les talibans d'Aqsa en grave côté en Afghanistan ont commencé à étrangler l'approvisionnement en eau de l'Iran encore plus fort. L'une des plus grandes rivières qui coule en Iran est la rivière Hari, qui commence en amont dans les montagnes d'Afghanistan avant de couler en aval et de former la frontière internationale avec l'Iran et le Turkménistan. La rivière Hari est la source d'eau primaire pour la ville de Mashhad dans l'extrême nord-est de l'Iran, la deuxième plus grande ville du pays qui abrite plus de 3,5 millions de personnes. Mais depuis que les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan en 2021, ils ont commencé à construire une nouvelle énorme centrale hydroélectrique ici qu'ils appellent le barrage Pashdan, que les autorités iraniennes craignent va couper l'approvisionnement en eau de la rivière Hari de Mashhad une fois achevée, aggravant encore plus la crise hydrique nationale parce que ça signifie que les propres approvisionnements en eau déjà surchargés de l'Iran ailleurs devront être détournés vers Mashhad pour compenser. Les médias d'État iraniens ont déjà averti que le remplissage par les talibans du barrage Pashdan, qui a commencé en 2024, a conduit l'approvisionnement en eau à presque complètement s'assécher dans le réservoir derrière le barrage d'Usti plus en aval qui est partagé entre l'Iran et le Turkménistan. Aggravé encore plus par le fait que la province de Khorasan où se trouve Mashhad est devenue la plus sèche de toutes les provinces iraniennes en termes de déficit de précipitation. L'Afghanistan n'a jamais signé de traité avec l'Iran ou le Turkménistan réglementant les flux d'eau le long de la rivière Hari. Et donc les talibans arguent qu'ils peuvent fondamentalement faire ce qu'ils veulent avec les eaux de la rivière plus en amont. Mais l'Afghanistan et l'Iran ont signé un accord légal qui est censé réglementer le flux d'eau sur une autre grande rivière plus au sud appelée la rivière Helmand, qui commence similairement dans les montagnes afghanes et coule dans le bassin du Sistan juste de l'autre côté de la frontière en Iran, qui soutenait historiquement les zones humides de Hamoun. Après des décennies de négociations échouées, l'Iran et l'Afghanistan ont finalement signé le traité sur l'eau de la rivière Helmand en 1973, qui garantissait que l'Afghanistan permettrait au moins 820 millions de mètres cubes d'eau annuellement en aval de la rivière vers l'Iran. Peu après cependant, l'Afghanistan a connu une révolution communiste en 1978 qui a jeté le pays dans un demi-siècle de chaos continu, tandis que l'Iran a connu la révolution islamique l'année suivante, ce qui a empêché les deux côtés de jamais vraiment concentrer leur attention sur la question pendant des décennies. Depuis, les deux côtés se sont périodiquement accusés l'un l'autre de violer l'accord. Mais après que les talibans sont revenus à une position stable de pouvoir en 2021, ils ont presque immédiatement commencé à barrer et détourner la rivière pour leurs propres besoins malgré le traité. Comme avec le barrage Kamal Khan que les talibans ont récemment inauguré en février 2025. L'Afghanistan aussi est un pays qui a été durement touché par la sécheresse et le changement climatique ces dernières années, ce qui a conduit le régime taliban à arguer qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réduire les livraisons d'eau en aval vers l'Iran afin de satisfaire d'abord leurs propres besoins. Avec l'achèvement du barrage Kamal Khan le long de la rivière Helmand début 2025, les autorités iraniennes ont affirmé qu'elles n'ont reçu qu'environ 100 millions de mètres cubes d'eau à travers la rivière sur l'année.
Une toute petite fraction des 820 millions de mètres cubes par an que le traité sur l'eau de 1973 leur garantit ostensiblement. Écologiquement, les résultats sont immédiatement devenus apparents. Les zones humides de Hamoun en Iran qui sont alimentées par la rivière Helmand ont presque complètement disparu à rien déjà, alimentant des tempêtes de poussière, ruinant l'agriculture régionale et entraînant encore plus de migration interne. Toute cette activité des talibans sur les rivières Hari et Helmand aggrave encore plus la crise de l'eau de l'Iran et alimente les tensions croissantes qui émergent entre les deux pays. En 2023, des soldats iraniens et talibans se sont brièvement affrontés près de la rivière Helmand. Et en 2025, l'Iran a tenté d'exercer une pression sur les talibans en lançant une énorme campagne d'expulsion d'immigrants et réfugiés afghans qui résident dans le pays. L'Iran affirme que la campagne d'expulsion est due à leurs allégations non fondées que la communauté afghane dans le pays a agi comme espion pour Israël pendant leur brève guerre de 12 jours de l'été. Mais la vraie raison pour laquelle ils le font est par énorme désespoir pour essayer de faire pression sur les talibans pour qu'ils relâchent l'eau en aval des rivières Helmand et Hari pour leur donner un certain soulagement et comme effet secondaire pour réduire le nombre de personnes qu'ils doivent réellement approvisionner en eau. En un seul mois, les autorités iraniennes avaient déjà expulsé de force environ 1,1 million d'Afghans du pays à travers la frontière en Afghanistan. Dans ce que l'ONU a décrit comme potentiellement le plus grand mouvement forcé de population de toute cette décennie, toute la population afghane en Iran avant que cette campagne d'expulsion ne commence était d'environ 4 millions. Et l'Iran a déclaré son intention d'expulser complètement tous. Ce qui signifie qu'il y a des millions d'autres que l'Iran est actuellement en train d'expulser vers l'Afghanistan en ce moment même, escaladant encore plus les tensions entre eux et les talibans. Les conséquences de tout cela se sont combinées pour mettre l'Iran au bord d'une faillite hydrique catastrophique. Et cela exacerbe l'une des plus grandes vulnérabilités de l'Iran, ses lignes de fracture ethnique. L'Iran est un État ethnique hautement diversifié qui ressemble au schéma de la plupart des empires historiques. Il consiste en un noyau de Perses au centre du pays à travers le plateau central et un anneau de diverses minorités ethniques autour à travers les frontières et périphéries incluant de grands nombres d'Azéris, Kurdes, Lurs et Arabes à l'ouest et Baloutches au sud-est. La réduction paralysante de l'eau venant à travers la rivière Helmand dans le sud-est de l'Iran alimente la cause du séparatisme baloutche où une insurrection violente devient de plus en plus difficile pour le gouvernement de contenir et contrôler. Au Khouzestan, une province à l'ouest de l'Iran qui abrite une minorité arabe considérable. Les communautés arabes ont accusé le gouvernement de favoriser les Lurs en détournant la rivière Karoun qui traverse leur territoire. Tandis qu'il blâme aussi le gouvernement d'avoir contaminé la rivière Karoun avec du sel à travers la construction mal avisée du barrage Gotvan plus en amont dans la province voisine de l'Orestan où vit la minorité Lur. La communauté Lur a souvent accusé le gouvernement de voler leur eau de la ville à majorité persane proche d'Ispahan à travers des projets de détournement comme les canaux Bechtabad et Kuran. Tandis qu'au nord-ouest, la disparition du lac Urmia a déclenché des tensions entre les minorités kurdes et azéris du pays qui ont historiquement partagé le lac et ses ressources qui sont maintenant perdues. Si la crise de l'eau du pays continue de s'aggraver plus qu'elle ne l'est déjà devenue, elle pourrait facilement commencer à exacerber ces tensions ethniques dans le pays jusqu'au point d'ébullition. Et jusqu'à présent, le régime iranien s'est révélé complètement incapable de proposer de véritables solutions à la crise. Le ministère iranien de l'énergie a proposé un plan grandiose de construction de centrales de dessalement le long du golfe Persique et de la mer Caspienne connectées à un vaste réseau de pipelines qui transférera l'eau dessalée dans les zones les plus stressées de l'intérieur comme Ispahan, Kerman et Yazd. Mais construire ce projet coûtera des milliards de dollars incalculables et prendra de nombreuses années à réaliser. Et le régime n'a ni la bourse ni le temps pour le faire adéquatement. La corruption rampante dans les couloirs du gouvernement signifie que tout investissement pour ces projets sera presque certainement détourné avant qu'ils puissent même commencer. Les vraies solutions dont l'Iran a désespérément besoin de mettre en œuvre sont des réformes internes qui freineront réellement la surexploitation rampante des ressources en eau du pays. Comme réellement appliquer des limites sur le nombre de puits du pays, réduire les subventions pour les agriculteurs qui priorisent les cultures gourmandes en eau comme le riz, et abandonner l'idée d'une autosuffisance agricole totale, rediriger les milliards de dollars qu'ils dépensent par an en force proxy et guerre régionale contre les Israéliens et les Américains, et par-dessus tout, réallouer l'utilisation de l'eau de l'industrie lourde vers les usages publics et municipaux à la place. Tout cela est une bataille massive en montée à surmonter contre les intérêts profondément enracinés du CGRI et des initiés du régime qui profitent énormément du système actuel aux dépens littéralement de tous les autres. Et malgré tous les problèmes catastrophiques en cours de l'Iran avec son approvisionnement en eau,
le régime du pays choisit encore de verser d'énormes ressources dans la reconstruction de leur programme d'armes nucléaires à la place. Juste quelques jours avant que je publie cette vidéo, le président iranien Massoud Pezeshkian a dit que le pays allait reconstruire leurs sites de recherche nucléaire qui ont été détruits par des attaques de bombardement américaines et israéliennes plus forts que jamais auparavant. Tandis que peu de commentaires ont été faits du tout par le gouvernement sur la résolution de la crise de l'eau continue, la dysfonction gouvernementale n'est cependant pas un phénomène unique à l'Iran. Et plus près de chez nous aux États-Unis, l'arrêt du gouvernement est récemment devenu le plus long de l'histoire américaine. Tandis que toutes les perspectives couvrant l'arrêt ont reconnu sa longueur record et son impact sur des millions d'Américains, la couverture de gauche l'a souvent encadré comme les Américains étant des pions dans le pire arrêt, en soulignant la chute de la confiance publique dans une dysfonction plus large. Par contraste, les médias de droite ont souvent utilisé un langage sensationnaliste comme arrêt record et conséquences dramatiques, mettant en avant des échecs de programmes spécifiques comme les bons alimentaires tout en avertissant comment l'arrêt affectera négativement l'agenda de l'administration Trump. Avec la DEA et ICE à risque de perdre du personnel et de l'élan, la façon dont la perception publique et les récits autour des conflits en cours et des nouvelles de dernière minute peuvent devenir déformés par les biais des médias mainstream est extrêmement important à comprendre aujourd'hui. Et pour m'aider à rester au courant de problèmes comme celui-ci, j'utilise ce sponsor de vidéo, Ground News. Ground News est un site web et une appli en mission pour vous aider à mieux comprendre les nouvelles que vous voyez tous les jours. Ça fonctionne en récupérant des milliers d'articles tous les jours du monde entier et en les organisant par histoire. Et ensuite, pour chaque histoire, ils vous fournissent les informations clés dont vous avez besoin comme le biais politique, la fiabilité historique et la structure de propriété des sources qui rapportent. Tout pour vous aider à comprendre pourquoi les médias disent ce qu'ils disent sur quelque chose. Mais je pense que la fonctionnalité la plus fascinante de Ground News est le blind spot, où vous pouvez voir les grandes histoires que les gens de l'autre côté de l'allée politique voient, mais pas vous. Par exemple, dans le contexte de la politique interne américaine, la droite parle actuellement de comment un juge fédéral a récemment ordonné à la Maison-Blanche de restaurer les interprètes en langue des signes au briefing de presse après qu'ils les ont arrêtés suite à la réélection de Trump, tandis que la gauche parle de comment les juges de la Cour suprême sont apparus sceptiques que les tarifs de Trump soient réellement légaux. Je crois sincèrement que Ground News est un outil sérieusement utile dans l'environnement médiatique de plus en plus polarisé d'aujourd'hui. Je l'utilise tout le temps moi-même pour la recherche chaque fois que mes vidéos touchent à des sujets politiquement chargés, ce qui est fondamentalement tous. C'est un outil extrêmement utile pour gagner et comprendre une vue nuancée des nouvelles. Et vous pouvez y accéder dès maintenant pour 40% de réduction complète quand vous scannez le code QR ici sur votre écran, cliquez sur le bouton, ou suivez le lien qui est en bas dans la description à ground.news/realif. Vous aiderez aussi grandement à soutenir ma chaîne en même temps. Donc, merci si vous vous inscrivez. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé.